Merci de nous choisir. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, fusillade dans un hôtel à Bamako, Mali, 3 otages seraient tués. Avocat, magistrat, pourquoi cette dualité? Le professeur de droit Ibabari Kamara pense que ces contradictions sont normales. Quant au président de la RADDHO, Aboubakry Mbodj, il estime que cela décrédibilise la justice sénégalaise. Assemblée nationale, la majorité juge fructueux les travaux en commission. L'opposition dit le contraire. La grève de la faim se poursuit pour les ex-travailleurs des agences dissoutes. Depuis le début, il y a eu 6 évacuations venues donc au chevet des grévistes. L'ancien directeur général de l'ANEJ accuse l'État d'être responsable de la situation de ces travailleurs. L'actualité internationale. Sormana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. On va naturellement parler de la situation au Mali avec cette attaque. C'est cela, attaque et prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. 150 personnes sont toujours à l'intérieur. Il y a eu 3 morts. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré veut être jugé avant les élections du 29 novembre. Dans ce journal, on tourne également Antoine au Nigeria et au Gabon. À suivre la page des sports avec Youssouf Bodian, mais déjà les titres. Bonjour Youssouf. Bonjour Antoine. Football CAN U23, le sélectionneur national opte pour la continuité des Jeux africains. La plupart des 8 expatriés sélectionnés sont attendus à Dakar demain samedi. Serigne Saliou Dia va s'expliquer sur ses choix dans ce 12 heures. La Liga espagnole attend son classico demain dans un contexte sécuritaire particulier. Messi sera de la partie et le Real Madrid est favori selon Patrick Moment que vous entendrez. À suivre critique média avec Mohamed Ali Mouba. Et puis point de vue, attaque ce matin dans un hôtel à Bamako, des actes terroristes au quotidien au Nigeria. Que pensez-vous du terrorisme en Afrique de l'Ouest? C'est le sujet du jour. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Matinée, pas comme les autres à Bamako. Il y a eu une fusillade dans un hôtel de la capitale malienne. L'on parle en ce moment de 3 otages qui seraient tués. En direct de Bamako à Ouassila, c'est une compatriote qui vit au Mali. Awa Sila donc est aux abords de l'hôtel où il y a eu lieu la fusillade. Nous allons la retrouver dans un instant. Awa Sila, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes aux abords de l'hôtel où il y a eu la fusillade. Quelles sont les dernières informations que vous détenez? Les dernières informations, c'est que l'hôtel est en sécurité. Il y a les militaires partout. L'amunissement vient d'arriver aussi. Mais les tirs ont cessé il y a à peine 15 minutes. Oui, on parle de 3 otages qui seraient tués. Qu'en est-il exactement? Bon, à Bamako aussi, c'est ce qu'on a pris, qu'on parle de 3 otages, mais présentement, on est sûr encore de rien. Parce que les otages qu'on a libérés, quand je me suis approché pour leur demander, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu de mort. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort. Je ne suis pas sûr pour le nombre de toits. Sinon, les morts, il paraît qu'il y en a. Oui, y a-t-il panique dans la capitale malienne ce matin après cette fusillade? Bien sûr, parce que je pense que Bamako a déjà vécu ce genre de choses. Donc, les gens paniquent, les banques ferment, les écoles ferment, et les gens sont terrés chez eux. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Côté gouvernemental, est-ce qu'il y a une déclaration? Pour le moment, non. Malheureusement, on a vu personne ne parle, on ne sait pas, les gens sont en train de glaner les informations à gauche, à droite. Nous allons suivre tout cela avec vous, Awa Sila. Merci en tout cas d'être en direct avec nous dans ce journal. Il est 12h04 partout au Sénégal. RFM, la radio de toute l'actualité. Analysons la brouille entre avocats et magistrats. Souvent, c'est des conflits que l'on note, mais la crise actuelle a pris une autre tournure. Et que dire de tout cela? La réponse du professeur de droit Ibabari Kamara est que c'est normal qu'il y ait ces genres de différends pour ces 2 corps de la justice. Aboubakry Mbodj, le président de la RADDHO, estime que cela décrédibilise tout simplement la justice. Barthélémy Ngom. Magistrats et avocats, les germes d'une confrontation poussent. Les 2 corps, membres d'une même famille, la justice,
se déchire avec en toile de fond une affaire de corruption. Mais en réalité, cette brouille ou polémique entre hommes de loi ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu malentendu entre magistrats et avocats, même au palais de justice. Pourquoi les relations sont toujours heurtées entre ces deux fils d'une même famille? Réponse avec Elhadji Iba Barry Camara, juriste. En réalité, ceci résulte simplement de la profession donc des uns et des autres. Maintenant, de ce point de vue, je suis sûr d'une chose, c'est que ce sont donc deux corps qui sont des amis déjà, des amis certainement qui ont eu à fréquenter les mêmes tables donc à la faculté de droit. C'est dans le cadre de leur profession. Il peut y avoir en fait quelques heures, puisque là, en fait, c'est dans le cadre purement professionnel. Et là, on veut, pour l'avocat, il veut toujours avoir raison sur le juge, et le juge veut toujours, en fait, appliquer la règle de droit. Pour Aboubakry Mbodj, le secrétaire général de la RADDHO, cette polémique entre magistrats et avocats n'honore pas la justice. Quand il y a des situations de ce genre, la meilleure solution, c'est au moins de se retrouver autour de la table pour une concertation. Cela ne contribue pas à honorer vraiment l'image de notre justice. Aujourd'hui, la polémique à laquelle nous assistons pose un problème d'abord de la crédibilisation de nos institutions. Et la justice, quand même, c'est une institution respectable et qui est une vitrine même aujourd'hui de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Force donc est de constater que cette affaire de corruption risque de jeter le discrédit sur la justice, ce qui serait une déception. Surtout que beaucoup de pays considèrent le Sénégal comme un réservoir de magistrats, d'avocats et de juristes d'excellente réputation. On peut citer comme exemple le juge Kéba Mbaye. Fini les travaux de commission à l'Assemblée nationale et l'on s'achemine vers le début des plénières. Pendant des jours durant, le budget du Sénégal a été examiné. La majorité juge fructueux les travaux effectués. L'opposition dit tout simplement le contraire. Depuis quelque temps, les ministres étaient face aux représentants du peuple. Les travaux de commission se sont bien déroulés, soutient Zator Mbaye de l'AFP, député de la majorité. Figurez-vous que nous venons de boucler près de 2100 heures de débat, 70 passages. Je veux dire par là que nous avons donc fait les commissions permanentes avec plus de 35 passages, 35 ministres dans le gouvernement. Mais également, ces mêmes 35 sont repassés en commission des finances. Ouad de Bok Gisgis, quant à elle, n'est pas d'accord avec son collègue. Pour le député de l'opposition, rien n'a changé. Mais il n'y a pas de changement. Et depuis 92, donc depuis mon premier mandat jusqu'à aujourd'hui, c'est la même situation. Ils viennent avec le budget déjà en commission technique. Vous pouvez dire votre doléance, mais vous ne pouvez pas changer une seule virgule. Moi, ce que je propose, c'est qu'avant le budget, que les ministères, bon, je ne sais pas si ça va être des consultations citoyennes, je ne sais pas, mais au moins, essayer de discuter avec les communes. Les députés ont soulevé plusieurs questions socio-économiques pendant les travaux de commission. Zator Mbaye retient l'essentiel. Ce qu'il faut noter également, c'est en tout cas l'importantissime, ou alors l'enveloppe très très importante réservée à l'agriculture pour montrer justement que le gouvernement est résolument engagé vers cette politique d'autosuffisance alimentaire, mais également dans les investissements de tous ordres, dans les écoles, dans les hôpitaux. Autre préoccupation de Seynabou Wade, le problème récurrent de l'assainissement. Par exemple, je prends l'exemple de Dakar. Mais Dakar, nous avons un problème d'assainissement. Nous avons beaucoup de problèmes, mais le plus grand problème de Dakar, c'est l'assainissement. Donc maintenant, si on me propose des routes, alors que moi j'ai besoin d'assainissement, c'est des milliards d'argent qui vont être en l'air. Les maires ont des plans d'investissement pour voir ce que veulent les populations et les prendre en charge. Le député Zator Mbaye a presque donné son approbation pour ce budget 2015-2016. Mais absolument, nous l'avons voté en commission permanente et je n'ai aucune crainte sur justement l'approbation des parlementaires. Seynabou Wade estime que c'est prématuré de donner son avis là-dessus. Non, on n'est pas encore au vote, on est en discussion maintenant, donc je ne peux pas parler de vote. Après les travaux de commission, la séance plénière va débuter. Elle est prévue à partir de mardi prochain. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Antoine Diouf, l'actualité au plan social, la grève de la faim se poursuit pour les ex-travailleurs des agences dissoutes. Au 4e jour, l'on en est à 6 évacuations, une situation regrettable d'après l'ancien directeur général de l'ANEJ, cette agence qui a été dissoute. Selon Abdou Khafor Touré, tout cela est le résultat d'erreurs commises par l'État dans le processus de fusion des agences dissoutes. Abdou Khafor Touré était au chevet des grévistes de la faim. Nous l'écoutons au micro de Salisso. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous impliquer parce qu'il faut mettre fin à cette situation-là, il faut régler ce problème-là. Le problème est très simple.
c'est que l'État a commis des erreurs dans le processus de fusion. Parce qu'en réalité, l'État pouvait procéder à l'origine simplement à la fusion en transférant l'actif et le passif à la nouvelle structure. Ce n'est pas l'option qui a été choisie. On a créé une nouvelle structure et on a pris en même temps parallèlement un décret de dissolution des structures, ce qui a amené cette situation-là. Ces gens-là sont dans leurs droits. On leur avait promis, ils ont utilisé toutes les voies de recours pour rentrer dans leurs droits. Le contrat de travail, ils ont droit à des indemnités, à des droits légaux et à des indemnités de licenciement. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est la réintégration ou les indemnités de licenciement. Et il est inconcevable que ce dossier-là traîne pendant 2 ans. Donc nous sommes venus pour marquer notre soutien, notre solidarité et pour demander aux plus hautes autorités de régler ces problèmes-là dans les plus brefs délais, parce que simplement l'État ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. En l'occurrence, dans ce dossier-là, ils ont tort. Aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée aux droits de l'enfant, très peu respectée d'ailleurs au Sénégal, les droits de l'enfant. C'est le constat fait par certains citoyens et selon eux, si les droits de l'enfant ne sont pas respectés, c'est à cause de certaines coutumes. Un reportage signé Nafissa Toussila. Les droits de l'enfant, certains hésitent, d'autres balbutient. La preuve que beaucoup interpellés sur la question les ignorent ou ne les prennent pas en compte. Enfant yu ndaw yi wala yu mag yi. Enfant mooy xale. waaw. te nga dem ba beneen yoon man defe na xaw na maa troublé. Bon, donnez-moi 2 minutes, je vais réfléchir après vous répondre. Dans une maison, à Liberté 4, la famille Bodjan, quelques enfants de bas âge jouent dans la petite cour. Ici, on est très au fait des droits de l'enfant. Ma conception est juste que les enfants doivent avoir la liberté, droit à l'éducation, à la santé aussi. Pour Ndaï Siré Sané, au Sénégal, nombreux sont les parents qui ne respectent pas les droits des enfants. Pour la jeune maman, souvent, ils sont relégués au second plan. Ici au Sénégal, les enfants ont tendance à rester en bas parce qu'ils vont appliquer les morales culturelles. Ils vont dire toujours, les enfants sont toujours en bas, les grands sont en haut parce que c'est eux qui ont le droit de dire ce qu'on doit faire, les enfants doivent faire. Alors que ça, Ami Bodjan, elle, a fait le même constat, mais soutient que c'est encore pire dans les villages. Parfois, tu peux voir un enfant qui souffre d'une maladie, c'est terre à terre, avec un petit effort, ils pouvaient le soigner, mais ils prennent. Quand je peux te dire son papa n'est pas là ou bien problème de moyens, alors que pour autre chose, il prend cet argent pour dépenser. Donc là-bas, à chaque fois, j'ai fait une sensibilisation. Une petite plaie, nous prenons dans les villages surtout. Moi, je suis technicien en école. Je travaille dans les villages. La Convention sur les droits de l'enfant a été ratifiée par le Sénégal depuis longtemps. Notre pays dispose même d'un arsenal juridique allant dans ce sens, mais les croyances sont si fortes qu'il est difficile de tout respecter. À Fatick, le mouvement citoyen s'est engagé, s'est engagé dans la lutte contre la mendicité chez les enfants. Depuis quelque temps, ce mouvement procède à une campagne d'affichage, histoire de sensibiliser les parents. Aminata Goudjabi. Sur les affiches, les photos parlent d'elles-mêmes. Sur l'une, une femme qui donne le monde à un talibé tout en lui faisant comprendre qu'avec ce geste, elle compromet son avenir. Sur l'autre, un homme qui refuse d'en donner tout en disant au talibé que c'était pour son bien. Ces photos sont affichées sur l'une des routes principales de la commune de Fatick. Le mouvement citoyen de lutte contre la mendicité enfantine à Fatick dit vouloir associer les élèves à ce combat. Abdoulaye Diagne, président du mouvement citoyen de lutte contre la mendicité. Pour la mendicité infantile n'est ni une recommandation de Dieu, ni une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la mendicité infantile, nous compromettons l'avenir des enfants. En laissant continuer la mendicité infantile, nous compromettons également l'avenir de la nation. Parce que nous privons la nation de cerveau. La mendicité infantile, un phénomène qui prend de l'ampleur dans la commune de Fatick. Et ce mouvement s'engage à y mettre un terme. Très nombreux à Fatick, le porte-à-porte et par explication de maison en maison, de personne en personne, et de suite jusqu'au jour. C'est un péché qu'ils font. En donnant à ces enfants-là, même un morceau de pain ou je ne sais quoi, c'est un grand péché. Abdoulaye Diagne va plus
plus loin et cite les personnes qui méritent l'aumône. Le facteur, c'est le pauvre, le mesquin, le nécessiteux. Comme dans les pays arabes, il y a des gens qui récoltent ça et qui vont distribuer ça aux autres. Cette lutte contre la mendicité enfantine, ce mouvement veut l'étendre au niveau national. Une importante saisie de médicaments périmés a été effectuée à Mbacké. Il s'agit de 1400 boîtes, en majorité de produits aphrodisiaques, oui, selon le chef de service du commerce de Mbacké. Depuis le début des opérations de contrôle, 2 millions de francs CFA de contraventions ont été encaissés. Écoutons Bokar Diouf au micro de Papa Valagui. En collaboration avec la gendarmerie, au cours de cette opération, nous avons eu à saisir des médicaments périmés d'une quantité de pratiquement 331 boîtes et également des médicaments contrefaits qui font plus de 1000 boîtes. Ces médicaments sont actuellement gardés au niveau de nos magasins. Nous avons également mis l'accent sur la qualité du pain. Nous avons contrôlé pour le moment plus d'une trentaine de boulangeries. Ce qui a été le plus constaté, c'est que les boulangers ne se conforment pas au poids qui a été réglementé. La plupart des boulangers vendent le pain le format de 150 grammes. Ils font des poids inférieurs à 190 grammes, qui est le poids normal. Mais nous avons également mis l'accent sur le contrôle de la qualité des produits alimentaires. Nous avons saisi un certain nombre assez important de produits alimentaires contrefaits qui ne contiennent pas des mentions en français, mais également des produits alimentaires qui sont périmés. Nous les avons retirés des circuits de distribution. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sornana Tambaye Mali. Nous reparlons de cette fusillade survenue tôt ce matin dans la capitale. Le porte-parole de la sécurité malienne parle de 2 ou 3 assaillants alors que d'autres sources évoquent une dizaine d'hommes. Les autorités du pays ont confirmé la mort de 3 personnes dans l'hôtel où l'attaque a eu lieu. De nombreux ressortissants étrangers feront partie des otages et une trentaine de personnes auraient été libérées. L'assaut a été donné il y a quelques minutes et les forces spéciales se trouvent dans l'enceinte de l'hôtel. En dehors de l'armée, sur place, 50 gendarmes du GIGN français ont été envoyés sur place. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta, en déplacement au Tchad, et sur le chemin du retour, attaque toujours en cours. Antoine. Guinée, un ministre et des responsables du gouvernement ont été limogés. Le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État aux affaires religieuses et son adjoint ont été chassés du gouvernement pour faute lourde. Selon des sources à la présidence, on leur reproche la gestion catastrophique des événements de Touba, à ne pas confondre avec Touba ici au Sénégal. C'est le nom d'une ville de la préfecture de Gawal située à environ 250 km au nord de Conakry. Des violences y ont éclaté le 14 novembre dernier au lendemain d'un grand rassemblement. 2 camps rivaux ne se sont pas entendus sur la construction d'une grande mosquée dans la cité. 2 personnes ont perdu la vie et il y a eu de nombreux blessés. Des bâtiments et des véhicules ont également été incendiés et 13 personnes ont été interpellées et conduites dans une brigade de la gendarmerie et au commissariat central de police de Gawal. Le Burkina Faso maintenant, au Burkina Faso donc, le général Diendéré veut être jugé le plus rapidement possible. Avant les élections du 29 novembre précisément, le général putschiste s'est confié au mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple. Il affirme qu'il n'a pas peur d'affronter la justice. C'est Nabou Diédiou. Le général Gilbert Diendéré, cerveau du dernier putsch au Burkina Faso, demande à être jugé dans les meilleurs délais. Il souhaite faire face aux juges avant les élections du 29 novembre, date retenue pour les élections couplées de la présidentielle et des législatives. Gilbert Diendéré suggère même que des magistrats se relaient pour une audience en continu de 24 heures, car il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. Il déclare qu'il n'a pas peur d'affronter la justice et qu'il répondra aux questions qu'on lui posera. Toutefois, le général Diendéré clame son innocence malgré les 11 chefs d'accusation, dont celui de crime contre l'humanité, pour lequel il encourt la peine de mort. Par ailleurs, une délégation du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples s'est rendue mercredi à la maison d'arrêt et de correction de l'armée pour s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. La délégation a rendu public le rapport de la visite qui indique que les conditions de détention à la Maka sont inacceptables, tout comme l'ont reconnu les personnes qui y sont détenues. Toutefois, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a signifié que sa principale préoccupation soulevée au cours des visites demeure le traitement diligent des dossiers en cours devant la justice. Après le Burkina Faso, le Nigeria, avec cette affaire de vente d'armes
L'accusé se défend. Il s'agit de l'ancien conseiller nigérian pour la sécurité nationale. Le colonel Sambo Dasuki est en résidence surveillée et le président Muhammadu Buhari a demandé son arrestation. Il est accusé par un comité mis en place pour auditer les contrats d'achat d'armement d'avoir détourné des sommes allant jusqu'à 2 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs CFA. L'accusé pointe du doigt ses détracteurs et affirme qu'il mène une campagne de dénigrement. Dasuki déclare avoir fourni au président Buhari la liste de toutes les commandes en matériel passées par son bureau, et ce avant de quitter ses fonctions en juillet dernier. Gabon, la nationalité pour les étrangers en question. Cela concerne seulement les étrangers qui sont nés sur le sol gabonais. Près de 58% des citoyens sont pour. Des chiffres révélés après une enquête menée par l'université Omar Bongo de Libreville. Yves Antonio Ougoula. De l'université Omar Bongo de Libreville sur le thème « Le droit à la nationalité et acceptation des différences sociales au Gabon ». L'étude montre que 58% des Gabonais sont favorables à l'octroi de la nationalité à un étranger né au Gabon. La même étude indique que 32% seulement des Gabonais acceptent qu'une personne jouisse de la double nationalité. L'enquête démontre également que sur 10 Gabonais, 6 déclarent ne pas vouloir cohabiter avec des immigrés ou des travailleurs étrangers, des personnes vivant avec le VIH/SIDA, des personnes de religions différentes, encore moins personnes d'un groupe ethnique différent. Le professeur Christian Waliwali, qui a supervisé l'étude, fait savoir que ces données sont publiées dans un contexte où ressurgissent au Gabon les questions de xénophobie et l'acceptation de la différence. Cette étude est dirigée par Afrobaromètre, qui est une structure d'enquête et de recherche dirigée en Afrique, qui mesure entre autres les attitudes des citoyens sur la démocratie, la gouvernance, l'économie, la société civile et d'autres sujets. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Voilà Antoine, et c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornana Tambay. Critique Média, regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parler, audiovisuel, Internet. Critique Média, c'est avec Monde Alimba. Bienvenue. Pourquoi la présentation du journal parlé à la télé et à la radio a-t-elle perdu son charme? Faute de français, hésitation à l'antenne, manque de présence, entre autres lacunes, nous nous sommes rendus au CESTI et à l'ISIC, deux écoles de formation de journalistes. Des étudiants se sont prononcés. Oui, votre micro est ouvert. Allez. Et je m'appelle Godonou Miguel. Je suis étudiant de... Allez, le micro, s'il vous plaît. Oui. On remarque quand même il y a des faux financements, il y a des papiers qui ne coïncident pas trop avec l'élément, ainsi de suite. Sohna Antanya, étudiante, deuxième année CST. Les journalistes qui sont formés à bonne école se font rares. L'information n'est pas agencée ni hiérarchisée, vraiment. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Test 1, 2, 1, 2, 3, c'est bon. Mike. Je m'appelle Maïguette Mbeng, étudiante en licence à l'ISIC. Par rapport à la présentation du journal télévisé, il y a des journalistes qui ne donnent pas de... pas un bon rendu. Parce qu'ils ne font pas un bon rendu du travail de leurs collègues. Ne pas venir juste, je suis belle, je suis présentable à la télé, je viens, on me donne le journal de 20h. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais que faire donc pour rehausser ce grand rendez-vous? Des spécialistes de la question se prononcent. Donc cette culture de l'oralité fait que la radio a beaucoup plus d'impact. Lamine Touré, je suis journaliste et actuellement je suis, disons, enseignant au CECI. Je donne le cours de radio en deuxième année. Alors, pour ce qui est de la présentation, je dirais simplement que ça a tendance à être banalisé. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix pour faire le journal. Il y a des critères de sélection de l'information, il y a des critères pour hiérarchiser l'information, il y a des critères pour sélectionner l'information, parce qu'on ne peut pas tout donner. Et c'est dû à quoi, selon vous, cette banalisation-là? D'abord, c'est dû à la pluralité des radios, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que bon, je pense que plus il y a de radios, plus les gens peuvent s'exprimer, et plus il y a de démocratie. Mais il faut tout de même organiser tout ça. Yves Jackson, donc je suis journaliste. Maintenant, je fais de la formation au niveau du CESTI. J'enseigne les techniques professionnelles télévisuelles. Il faut essayer vraiment de maîtriser le français. Ce qu'on dit est écouté par des centaines de milliers de personnes, même des millions. Donc, il faut quand même parler un français, disons, à niveau.
S'il y a trop de fautes, trop d'approximations, on ne fait plus de l'information. Les gens vont s'arrêter à vos fautes, ne vont plus écouter l'information. Parce que le journaliste de radio ou de télévision, il est là, il sert de médiateur. Hein. Donc, quand le médiateur pose problème, l'information principale ne passe pas. C'était tout pour Critique Média. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Mohamed Ali Mouba, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Attaque ce matin dans un hôtel à Bamako, des actes terroristes au quotidien au Nigeria. Que pensez-vous du terrorisme en Afrique de l'Ouest? C'est le sujet du jour. Le rendez-vous, c'est dans quelques minutes. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine. En ouverture de cette page des sports du football avec la CAN chez les U23, le sélectionneur national commente sa liste. Elle a été publiée hier avec 21 joueurs, 13 locaux et 8 expatriés qui pour la plupart arrivent à Dakar demain. Le noyau des Jeux africains a été maintenu par Sine Saloudja qui s'est entretenu avec Solacham. Un choix difficile pour cette liste des 23 lions olympiques selon l'entraîneur. Tout a été basé sur des critères comme la compétitivité et la stabilité du groupe. Serine Saloudja. Compétitif parce que la CAN est là. Donc malheureusement beaucoup de joueurs locaux. Nos champions étaient arrêtés et il y a eu un problème. Deuxièmement aussi le critère de stabilité, de continuité. Je pense parce que ça nous permet un peu de gagner du temps. Donc c'était important pour nous de miser un peu sur la stabilité. Dans cette liste, on retrouve 15 joueurs médaillés d'or des derniers Jeux africains et aussi 8 expatriés. L'entraîneur décortique. Je pense que les 8 expatriés, les 5 étaient venus aux Jeux africains. Saoudien qui a habité au Maroc et il a fait un très bon tournoi aux Jeux africains. Donc ça a été l'occasion que le but de la finale aux Jeux africains. Donc il y a Ivan et Sabdi Grita qui joue à Centre. C'est les accents de l'équipe. Parmi ces expatriés, un nouveau a rejoint le groupe. Modo Martar Diagne, un défenseur central droit de l'AS Nancy-Lorraine. Modo Diagne, on a des éco-programmes sur lui. Il a joué en Égypte en France. Il a joué en Niger en France. Donc c'est des qualités sur qui on peut compter. Les vice-champions d'Afrique et demi-finalistes du mondial des U20 n'ont pas raté le rendez-vous. 3 sont dans le groupe. Des choix indiscutables selon Serine Saloudja. Donc c'est ça qui est arrivé aux Jeux africains, malheureusement qui n'est pas parti. Donc lui, son choix ne se discute pas souvent. Il y a Alassane qui l'a cité, l'acteur droit qui a joué aussi avec les U20. Donc il nous fallait avoir un peu une double à droite, que ce soit Moussa Ouad et Alassane. On a essayé d'avoir 6 positions, 6 en défense centrale, 6 au milieu, 6 en attaque, pour préparer à toute éventualité possible. D'autres joueurs expatriés étaient dans le viseur, comme Hassan Djoussé, Mohamed Sané, Momodou Thiam, entre autres. À noter que Roger Gomis, qui était le capitaine de l'équipe nationale U20, n'a pas été retenu. Le joueur de l'US Gorée avait été présélectionné, était en regroupement avec le reste du groupe pour la CAN U23. Démarre le 28 novembre, match d'ouverture au Stade Léopold Sédar Senghor, Sénégal, Afrique du Sud. Football en Europe, le Classico Real de Madrid FC Barcelone, c'est demain samedi. À 17h15 GMT, les Madrilènes accueillent les Blaugranas dans un contexte sécuritaire qui risque de peser sur le jeu. C'est l'avis de Patrick Mboma, l'ancien international camerounais, donne le Real Madrid favori. Je vous propose de le suivre. J'ai suivi la presse espagnole aujourd'hui qui dit que le dispositif de sécurité est inégalé à ce jour. C'est une bonne chose d'un point de vue sécuritaire. C'est une pression pour les 80 000 spectateurs ou journalistes ou consultants que nous sommes. Pour les joueurs, je ne sais pas comment la chose sera vécue. On a vu qu'il y avait eu des matchs de football quasiment au lendemain de cette tragédie. J'ose croire que le football qui développe de belles valeurs sortira vainqueur de ce défi qu'il y a face à la menace terroriste. Lionel Messi blessé depuis quelques semaines, vous pensez qu'il sera dans la partie? Je suis convaincu que Messi sera là. Depuis le début de semaine, il a repris normalement avec le groupe. On l'a annoncé reprenant en catimini la semaine passée. C'est un joueur primordial pour l'équipe, mais aussi psychologiquement pour perturber l'adversaire. Quel favori de ce match à votre avis? La réalité, c'est que le Real Madrid a déjà une pression, c'est qu'il ne peut pas perdre ce Classico.
perte Classico voudrait dire 6 points de retard. Moi, j'ai le sentiment qu'on a quand même moins d'incertitude au niveau du Real Madrid que du FC Barcelone. J'ai quand même le sentiment que le Real Madrid a un petit avantage. Patrick Mboma sera au poste de consultant Canal+, demain samedi 17h15. Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Antoine, 3 points donc entre les deux équipes, le FC Barcelone est pour le moment leader de la Liga, un match que les auditeurs pourront suivre sur la radio Futur Média en France. Nice-Lyon en ouverture de la 13e journée ce soir. La sécurité va être aussi renforcée dans tous les stades de Ligue 1 ce week-end. Déplacement interdit pour les supporters de l'équipe qui se déplace. Le basket, les finales allées du tournoi de montée en 2-1 se jouent demain. Chez les garçons à 16h30, Thiès Basket Club reçoit Saltigué de Rufisque. Après les Thiessois hier, la parole aux Rufisquois. Ils ont bien préparé ce match qu'ils veulent gagner selon l'entraîneur Moustapha Kane, il s'appelle. Propos recueillis par Isidore Alexandre. Une finale, c'est une fête. Donc on se prépare pour aller gagner le match. On a déjà joué la STS 2 fois. Ils nous ont battus à l'aller, nous on les a battus au retour. Tout est fin prêt, côté technique, tout est fin prêt pour aller jouer la finale. Il n'y a pas de blessés ou bien? Non, il n'y a pas de blessés. On joue avec le même effectif. Nous sommes fin prêts pour aller gagner la finale. Quelles sont les ambitions de Saltigué? Bon, comme toute équipe promue, on va jouer le maintien. Il y a 3 ans de cela, nous étions montés en première division. Et ensuite l'année suivante, on est redescendu. Donc notre premier objectif c'est d'essayer de rester en première division. Gagner la Coupe du Sénégal? Nous sommes des compétiteurs. Ça va dépendre en fait de l'effectif de cette année. Le championnat n'est pas encore terminé. Bon, on va voir avec l'effectif qu'on aura. L'entraîneur de Saltigué, un garçon qui se déplace demain à Thiès pour affronter Thiès Basket Club en dames. Ziguinchor Basket Club, Kaolack Basket Club, ça se passe à Ziguinchor à partir de 16h30, Antoine. Et c'est fini pour la page des sports. Merci Youssouf Boy.